Décembre 1192. Richard Cœur de Lion a vaincu Saladin lors de la troisième croisade et restauré le royaume croisé sur la côte de Syrie-Palestine. À présent, alors que Cœur de Lion retourne vers son propre royaume, il est attaqué sur les terres du duc d'Autriche, un homme qui, soi-disant, était un compagnon croisé de Richard. L'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri VI, capture le roi Richard et le retient contre rançon. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cet empereur chrétien justifie-t-il l'emprisonnement de Cœur de Lion, héros de la troisième croisade? Henri VI est-il un traître, une honte pour toute la chrétienté? Ou bien y a-t-il une autre version de l'histoire? Richard Cœur de Lion a-t-il fait quelque chose pour mériter la colère d'Henri? Aujourd'hui, dans Real Crusades History, nous explorons le périlleux retour de Richard Cœur de Lion après la troisième croisade, son emprisonnement par l'empereur du Saint-Empire romain germanique et les efforts de ses alliés anglais pour le libérer. Rejoignez-nous! Le 28 décembre 1192, Heinrich VI, empereur du Saint-Empire romain germanique, adressa une lettre choquante au roi Philippe II de France. Nous avons jugé bon de vous informer de ce qui est arrivé à Richard, roi d'Angleterre, ennemi de notre empire et perturbateur de votre royaume, alors qu'il traversait la mer pour retourner dans ses domaines. Son navire a été poussé par les vents sur la côte d'Istrie et il y a fait naufrage à un endroit situé entre Aquilée et Venise. Par la volonté de Dieu, lui et quelques autres ont survécu. Un de nos fidèles sujets, le comte Maynard, ainsi que les habitants de sa région, ayant appris que Richard se trouvait sur leur territoire et se rappelant la trahison, la perfidie et les méfaits dont il s'était rendu coupable en Terre Sainte, allèrent l'arrêter. Léopold, duc d'Autriche, captura le roi dans une maison mal famée près de Vienne. Il est maintenant en notre pouvoir. Nous savons que cette nouvelle vous apportera un grand bonheur. Cette lettre de Heinrich VI ne peut être qualifiée que de remarquablement malhonnête et cynique. Essentiellement, tout ce qui est décrit dans la lettre, à l'exception du simple fait de la capture de Richard, est à l'opposé de la réalité. Richard Ier d'Angleterre, Cœur de Lion, était en réalité le seul roi vivant de la chrétienté occidentale à avoir tenu bon pendant la troisième croisade. Loin d'être un traître, Richard était resté en Orient dans des circonstances difficiles, avait vaincu Saladin et assuré le contrôle chrétien d'un royaume côtier renouvelé. Pendant ce temps, Henri VI avait négligé la croisade, se concentrant plutôt sur une conquête totalement illégale d'un autre royaume chrétien, la Sicile. Philippe II fut en réalité le principal traître de la troisième croisade. Le roi de France avait quitté la croisade trop tôt pour revenir sur ses terres dans le but de dépouiller les territoires du roi Richard, le héros de la croisade contre Saladin. Mais la réalité de la situation était précisément ce que Henri VI et Philippe II voulaient dissimuler. La chrétienté fut bouleversée d'apprendre que l'empereur du Saint-Empire romain germanique avait emprisonné le roi Richard, grand héros de l'époque. Heinrich et Philippe étaient en tous deux désespérés de dissimuler leurs propres méfaits par des accusations sans fondement contre le roi d'Angleterre. Mais accuser Richard de trahison en Terre Sainte ne trompait vraiment personne. À ce moment, les victoires de Cœur de Lion sur Saladin à Arsouf et Jaffa étaient connues, et son rôle dans la sécurisation de l'ancien royaume de Jérusalem faisait la une. Il est indéniable que Richard avait été l'homme le plus responsable du succès de la troisième croisade. Il a dirigé et combattu avec l'armée croisée, tout en assurant l'administration du royaume et un traité solide avec Saladin. Même en France et en Allemagne, il y aurait une condamnation généralisée du comportement de Heinrich VI et Philippe II quand Rosen. Il était bien connu qu'un croisé était sous la protection de l'Église. Saisir et emprisonner un croisé constituait une violation des lois mêmes de l'Église. Emprisonner un héros tel que Richard, Cœur de Lion, était un péché grave. Alors que le roi Richard menait la croisade, Philippe II s'était éclipsé juste après la chute d'Acre. Philippe, qui savait qu'il ne pouvait pas vaincre Richard sur le champ de bataille,
comptait bien profiter pleinement de l'absence de Richard pendant la croisade. Philippe voulait rentrer chez lui dans ses propres domaines et tenter une invasion de l'empire angevin de Richard. Sur le chemin du retour, Philippe s'est rendu à Rome pour rencontrer le pape Célestin. Roger de Howden, un chroniqueur qui voyageait avec le roi français, rapporte ce qui s'est passé. Dans une tentative de dissimuler la méchanceté manifeste de sa nature et mettant de côté le serment qu'il avait prêté à Richard avant de quitter la terre de Jérusalem, Philippe se plaignit de Richard auprès du pape et de tous les cardinaux, disant beaucoup de choses déplacées à son sujet, affirmant que c'était lui qui l'avait chassé de la terre de Jérusalem et qu'il n'avait jamais voulu rien faire pour lui. Il demanda au pape la permission d'envahir les terres de Richard. Mais le pape lui interdit de faire une telle chose, sachant qu'il n'était motivé que par l'envie, et lui dit qu'il serait excommunié s'il touchait à Richard ou à ses terres. Le pape a dû être frappé par l'audace de Philippe. Le roi de France s'attendait vraiment à ce qu'il sanctionne une invasion hostile des terres d'un homme qui accomplissait justement l'œuvre de l'Église en Orient. Déçu, Philippe a fui vers le Saint-Empire romain germanique. Bien sûr, ni Heinrich VI, ni Philippe II ne se faisaient confiance. Pour traverser les terres de Heinrich, Philippe a dû jurer fidélité à l'empereur allemand et promettre qu'il n'aiderait jamais Tancrède, le roi de Sicile. Un autre croisé qui s'était enfui tôt était Léopold, duc d'Autriche. C'est Léopold qui finirait par capturer Richard en décembre 1192. On pense généralement que Léopold était en colère contre Richard pour l'avoir humilié à Acre en faisant jeter la bannière autrichienne des murs. Mais cette histoire n'est rapportée que par des chroniqueurs, allemands comme angevins, qui écrivent après l'arrestation de Richard. Est-ce que cela s'est vraiment produit ? C'est possible. Si cela s'est produit, cela justifiait-il vraiment l'emprisonnement du chef de la troisième croisade ? Certainement pas, selon les lois de l'Église ou les normes de l'époque. En réalité, nous ne saurons jamais si Richard a fait jeter la bannière de Léopold. Le fait que cette histoire n'apparaisse qu'après l'arrestation de Richard la rend suspecte, comme une explication ultérieure de l'hostilité de Léopold envers Richard, d'une manière que le public pouvait comprendre. Heinrich VI et la dynastie des Hohenstaufen étaient en réalité hostiles à Richard et aux Angevins, alliés aux Werfs, ennemis jurés des Hohenstaufen. Mais l'histoire fait allusion à un problème politique qui est survenu après la conquête d'Acre. À la suite de la prise de la ville par les croisés, Léopold semble avoir exigé d'être reconnu comme un partenaire égal dans la conquête de la ville par Richard et Philippe. C'était une demande absurde. Au moment où Léopold est arrivé à Acre, il ne commandait qu'une petite force insignifiante, et il était sans ressources. Richard et Philippe commandèrent tous deux de grandes armées, et leurs ressources financières finançaient les opérations contre Acre. Bien sûr, Richard ainsi que Philippe ont rejeté la revendication de Léopold d'être reconnu comme un prétendant égal à la conquête de la ville. Un tel arrangement aurait de toute façon été inacceptable pour la majorité des hommes importants de l'armée. C'était à Richard et à Philippe de distribuer les ressources prises à Acre, et en effet d'organiser la poursuite des efforts de la croisade. Pour une fois, Philippe partageait totalement l'avis de Richard sur ce point, souvent négligé dans les récits populaires. Si Léopold était furieux contre Richard pour avoir rejeté sa prétention à être un partenaire égal des deux rois, ne devrait-il pas aussi en vouloir à Philippe ? Léopold n'était pas en colère contre Philippe à cause de sa revendication absurde à Acre, qui n'avait aucun lien avec sa façon de traiter Richard, déjà considéré comme ennemi avant leur rencontre. Le prétexte de l'insulte à Léopold à Acre servait seulement à justifier le départ prématuré du duc d'Autriche de la croisade. Comme d'habitude, le véritable crime de Richard était d'être resté sur place et d'avoir bien accompli sa mission en Terre Sainte, ce qui faisait passer des hommes comme Léopold, Philippe et Heinrich pour des incapables. Le biographe de Guillaume le Maréchal a raison d'écrire « Le roi Richard a surpassé tous les autres par ses exploits en Syrie. Rois, ducs, barons, comtes. Personne ne l'avait égalé. C'est l'envie de son éminence qui avait provoqué sa capture aussi cruelle.
Pour l'argumentation, supposons que l'histoire soit vraie, même s'il est très probable qu'elle ne le soit pas. Supposons que Richard ait ordonné de jeter la bannière de Léopold dans la poussière à Acre. Cela justifie-t-il l'arrestation et l'emprisonnement de Richard par Léopold ? Non, selon aucune norme que ce soit, à moins que la sensibilité de Léopold ne l'emporte sur le bien commun. En quittant la Terre Sainte, Richard Cœur de Lion savait que le roi de France et l'empereur du Saint-Empire romain germanique complotaient l'un contre lui. Il devait éviter de traverser les territoires de ces souverains hostiles. En novembre, Richard était à Corfou. En gardant ce rythme de l'Italie à la Normandie par terre, il serait rentré dans son royaume dès janvier. John Gillingham souligne que si Cœur de Lion était rentré à cette date, cela prouverait qu'en son absence, Richard avait laissé un gouvernement parfaitement fonctionnel. Il serait rentré chez lui dans un empire angevin intact. C'est remarquable vu les efforts constants de Philippe de France et de Jean, le frère de Richard, pour saper son gouvernement. Les administrateurs de Richard étaient confiants et croyaient en lui. Comme d'habitude, Richard inspirait la loyauté même dans des circonstances difficiles. Un an avant la capture de Richard, Philippe était déjà revenu en France à Noël 1191, annonçant qu'il détruirait les terres de Richard. À cette époque, Richard conduisait son armée dans les collines de Judée, envisageant d'assiéger Jérusalem. Le 20 janvier 1192, le roi Philippe II s'entretint avec le gouverneur de Normandie de Richard, le sénéchal Guillaume Fitzralph, entre Gisors et Trie. Là, comme à son habitude, Philippe mentit, montrant à Guillaume Fitzralph une version falsifiée du traité de Messine de mars 1191. Le document précisait que le Vexin, limitrophe de la Normandie, devait servir de dot à la princesse Alix et être rendu à Philippe. Comme le pape, Guillaume Fitzralph et les barons normands ne crurent pas le roi de France. Ils refusèrent ses exigences. Furieux, Philippe partit, jurant de prendre le Vexin par la force. Certains défenseurs modernes de Philippe affirment qu'il n'a pas attaqué les terres de Richard avant le départ du roi anglais de Terre Sainte. Manifestement, non. Philippe a commencé sa campagne contre les territoires, puis de ça, dans son territoire angevin, avant même d'être de retour en France. De toute évidence, Philippe ne cherchait même pas à paraître se conformer aux normes internationales de la chrétienté. Philippe tenta ensuite d'organiser une invasion de la Normandie, mais ses propres barons refusèrent d'y participer, faisant remarquer que Richard était encore en Terre Sainte, accomplissant le travail que Philippe négligeait. Les nobles français ont ainsi montré l'intégrité que leur roi n'avait pas. Comme toujours, Philippe dut se retirer, furieux et humilié. À la place qu'il il s'est concentré sur le renforcement de son emprise sur la Flandre. Avec le retour de Philippe, les châteaux le long de la frontière angevine ont renforcé leur défense. Cela a fonctionné. Seul en Aquitaine, la machination de Philippe a réussi à provoquer quelques troubles. Le comte de Périgord et le vicomte de Bras ont lancé une révolte, soutenue par le comte de Toulouse, Raymond V. Mais l'homme de Richard, le sénéchal de Gascogne, a levé une armée avec le beau-frère de Richard, Sanche de Navarre, et ensemble ils ont écrasé la rébellion, avançant jusqu'au mur même de Toulouse. Sanche, surnommé le Feu, surnommé le Fort, était héroïque comme Richard, prince guerrier menant ses hommes en tête. Lui et Richard étaient un des âmes sœurs, et ont forgé une forte fraternité lorsque Cœur de Lion a épousé la sœur de Sanche, Bérengère. Une fois de plus, les alliés de Richard avaient réglé les affaires. Richard Cœur de Lion partit pour rentrer chez lui en octobre 1192 et atteignit Corfou le 11 novembre. Les Anglais pensaient qu'il rentrerait pour Noël. Avec les mois, le roi tardant à revenir, l'inquiétude grandit. Les nouvelles tardaient, et beaucoup s'inquiétaient de l'absence prolongée de Richard. En Angleterre, des bougies étaient allumées et des prières offertes pour la sécurité du roi.
la reine Aliénor d'Aquitaine organisa une cour de Noël tendue à Westminster, inquiète pour son fils Richard. Richard prévoyait de traverser les terres du roi Béla de Hongrie. Béla, favorable à Richard, possédait des villes côtières comme Zara en Croatie, idéales comme port pour ses navires. De là, Richard pouvait rejoindre le domaine de son beau-frère Heinrich le Lion, époux de sa sœur Mathilde, dans le nord-est de l'Allemagne. Grâce au port de Heinrich le Lion à Hambourg et Lübeck, Richard pouvait rejoindre l'Angleterre en toute sécurité. À cette époque, les navires étaient fragiles et naviguaient auprès des côtes. Voyager en hiver pouvait être dangereux à cause des conditions météorologiques. Les mers orageuses ont poussé le navire de Cœur de Lion à accoster plus à l'ouest que prévu, entre Venise et Aquilée, ancienne ville romaine à l'extrémité nord-est de l'Adriatique en Italie. Richard voyageait en secret accompagné de quelques compagnons de confiance. Baudouin de Béthune, Philippe de Poitiers et des chevaliers templiers, car Cœur de Lion avait des liens étroits avec l'ordre du Temple. Le groupe se déguisa en pèlerin, espérant passer inaperçu jusqu'aux terres de Henri le Lion. Pour cacher son identité, Richard portait une barbe épaisse et de longs cheveux. Lui et ses compagnons portaient des vêtements simples de pauvres. Cependant, le seigneur local, Maynard de Goertz, un parent de Conrad de Montferrat, avait déjà été alerté de la présence d'un groupe de pèlerins qui semblait être d'origine anglo-normande, et il se montra donc méfiant. Les hommes de Maynard, apparemment, étaient déjà à la recherche de ces voyageurs. Comme Noël approchait et que peu de gens voyageaient, la présence d'un groupe d'étrangers suffisait à attirer l'attention. Pour Richard et ses compagnons, le voyage était ardu. Les routes étaient épouvantables, le pays sauvage et accidenté. Richard sortait à peine d'une grave maladie, sa santé ne permettant donc pas de voyage éprouvant. Roger d'Argenton, un homme de Maynard, surprit le groupe de Richard et reconnut aussitôt leur identité. Cependant, Roger, d'origine normande, faisait partie des nombreux gens ordinaires admirant les actions de Richard en Terre Sainte. Roger retourna auprès de son maître et lui dit que les voyageurs n'étaient pas Richard et ses hommes, mais de pauvres pèlerins revenant de Terre Sainte. Maynard ne le crut pas, mais lorsqu'il envoya d'autres hommes pour rattraper le groupe de Richard, les voyageurs avaient déjà disparu. Pour atteindre les terres de son beau-frère, Richard devait traverser le territoire du duc d'Autriche. À ce moment-là, Maynard avait déjà prévenu le duc de se tenir prêt à surveiller le roi d'Angleterre. À cette époque, le groupe de Richard fut attaqué par les hommes de Léopold et, bien que quelques compagnons du Cœur de Lion aient été tués, Richard et ses amis se frayèrent un chemin et s'échappèrent. Le groupe de Richard traversa la Val-Canal puis entra dans la région isolée de Carinthie. Sachant qu'ils étaient des poursuivis, ils se séparèrent, Richard s'éclipsant avec quelques compagnons, tandis que Baudouin de Béthune faisait semblant d'être le roi. Baudouin, compagnon héroïque et loyal de Richard, accomplit cette tâche avec brio. Capturé à Frisoc, il savait que Richard assurerait plus tard sa libération. Le groupe de Richard ne comptait plus que 3 membres, dont un jeune local fidèle aux Welfs et angevin. Ce jeune homme guidait le roi vers la frontière de Heinrich le Lion, qui était désormais toute proche. Ils y étaient presque arrivés. Vienne apparut à l'horizon, à leur ville délabrée de cabanes misérables et d'un unique bâtiment en pierre, le palais du duc Léopold. Les sbires du duc les poursuivaient sans relâche. Se déplaçant rapidement, le groupe du roi atteignit un minuscule village appelé Erdberg. Se cachant dans une planque, Richard s'effondra sur une paillasse et s'endormit, épuisé. Pendant ce temps, le jeune homme se rendit au marché pour acheter des provisions. Au marché, le jeune homme fut reconnu et arrêté par les sbires de Léopold. Au début, le jeune homme refusa de parler, mais après avoir été torturé par les hommes du duc, il finit par donner les informations qu'il voulait. Les sbires de Léopold ont capturé le roi Richard Cœur de Lion.
Les chroniqueurs allemands diffusent des récits de propagande où Richard agit de façon insensée, reconnaissable à ses bijoux voyants, ses mets raffinés ou, d'après la lettre mensongère de Heinrich VI, sa visite d'une maison de mauvaise réputation. Rien de tout cela ne peut être pris au sérieux, car il s'agit clairement de propagande Hohenstaufen, destinée à justifier l'injustifiable. En réalité, Richard et son groupe ont fait de leur mieux pour se dissimuler et rester discrets, et ils ont failli atteindre un territoire allié. Cependant, la tentative de retour de Richard chez lui se propagea dans toute l'Allemagne. Une fois le groupe du roi identifié par Meinhard, Léopold et ses sbires commencèrent à le traquer sans relâche. Léopold n'avait aucun droit de retenir Richard, surtout que ce dernier était un croisé rentrant après avoir accompli ses vœux. Rien de tout cela n'avait d'importance pour le duc d'Autriche. Aussitôt, il envoya Cœur de Lion au château de Dürnstein, littéralement roche sèche, puis écrivit à l'empereur Heinrich VI pour lui annoncer la nouvelle. Heinrich était ravi et envoya la lettre citée précédemment à son complice, le roi de France. Philippe répondit à Heinrich et répéta le mensonge selon lequel Richard était responsable de l'assassinat du parent de Heinrich, Conrad de Montferrat. En réalité, tout le monde savait que Conrad avait été tué par l'ordre des assassins, qui ne louaient pas leur service et n'obéissaient qu'à leur maître, le vieil homme de la montagne. Il n'était pas étonnant que les assassins aient tué Conrad, puisqu'il avait attaqué un de leurs navires peu avant sa mort. Il n'y a aucune possibilité que Philippe, Heinrich VI ou Léopold aient eux-mêmes pris au sérieux l'idée que Richard ait, d'une manière ou d'une autre, causé la mort de Conrad de Montferrat, mais ils étaient en tous des menteurs professionnels, habitués à traiter dans le mensonge. Ce n'était qu'un fragile mensonge de plus, pour masquer la conduite ignoble de cette bande de traîtres grandissante. Pour Heinrich VI, la nouvelle fut des plus réjouissantes. Son complot pour prendre la Sicile échouait, et des troubles politiques persistants dans le Saint-Empire romain germanique, toujours divisé. L'Allemagne était dirigée par des princes, l'empereur ayant peu de pouvoir sur eux. Heinrich VI, contrairement à Richard, n'inspirait ni loyauté ni respect. Avide de pouvoir et cupide, il provoquait plutôt la rébellion. Pour réussir, un empereur du Saint-Empire romain devait être subtil et diplomate. Heinrich n'était ni l'un ni l'autre, mais agissait en souverain absolu, posant des exigences absurdes et excessives aux grands seigneurs allemands. Cela ne lui a pas réussi. À l'époque, près de la moitié des princes et évêques d'Allemagne étaient en révolte contre Heinrich. En effet, on croyait largement que les chevaliers de Heinrich avaient assassiné Albert de Brabant, un candidat à l'évêché de Liège. Maintenant, Heinrich, ruiné et maladroit, sur le point d'être déposé, avait la chance d'exiger une lourde rançon de l'empire angevin prospère et bien gouverné. Aussitôt, Heinrich ordonna à Léopold d'amener Cœur de Lion à la cour impériale de Ratisbonne. Léopold ne faisait pas confiance à son empereur. Voulant s'assurer d'obtenir quelque chose de cet accord, Léopold négocia avec Heinrich pendant 6 semaines avant de remettre Richard à la garde de l'empereur. Heinrich et Léopold s'accordèrent finalement sur une rançon, sans toutefois employer ce mot. Richard paierait 100 000 marks à partager entre Heinrich et son complice Léopold. Richard doit aussi fournir 100 chevaliers et 50 arbalétriers pour le plan de Heinrich de prendre la Sicile. Pour garantir qu'il se conforme à cette extorsion, Richard devait remettre 200 otages. Pendant ce temps, Jean a prêté hommage devant Philippe en France. Jean accepta d'épouser la sœur de Philippe, Alice, et de déclencher une rébellion en Angleterre. De retour dans les îles britanniques, Jean tenta de rallier le roi d'Écosse à ce complot. Le roi d'Écosse, Guillaume, refusa fermement car Richard était son allié et avait traité l'Écosse avec justice. Les représentants de Richard en Angleterre ont immédiatement agi pour neutraliser Jean. La reine Aliénor et Gauthier de Coutances, justiciers de Richard, rassemblèrent l'armée. Aliénor et Gauthier avertirent Saint-Jean que s'il conspirait encore avec Philippe, il lui prendrait contre ses trains des terres anglaises.
Comme d'habitude, Jean céda et rentra chez lui, humilié. C'est Gauthier de Coutances qui avait le premier transmis la nouvelle de la capture de Richard à travers la Manche. Sa compétence et son dévouement seront essentiels pour garantir la liberté du roi cette année. Gauthier écrivit à Hugues, évêque de Durham. « Vos larmes ne sont pas nécessaires, seule une action rapide compte. » Gauthier réunit le Grand Conseil du Royaume à Oxford le 28 février 1193 pour discuter de la libération de Richard. Le Conseil envoya 2 abbés cisterciens en Allemagne pour recueillir des informations. Les abbés trouvèrent Richard à Oxenfurt le 19 mars. Le duc Léopold conduisait Richard à Spire pour le livrer à l'empereur. Richard accueillit chaleureusement les abbés, fidèle à son habitude, fort et résilient face à l'épreuve. Richard fut déçu d'apprendre que Jean complotait avec Philippe, mais il n'était pas trop inquiet, disant « Mon frère Jean n'est pas l'homme capable de soumettre un pays s'il y a quelqu'un qui peut opposer la moindre résistance à ses tentatives. » Le commentaire de Richard était plutôt mesuré, vu la trahison de Jean. Cependant, il était certainement pertinent. Jean était l'opposé de Richard. C'était un mauvais commandant, suscitant mépris et méfiance plutôt qu'admiration et loyauté. Pendant ce temps, la sœur de Richard, Jeanne, et sa femme, la reine Berenguela, se trouvaient à Rome lorsqu'elles ont appris la capture du cœur de Lion. Les 2 dames restèrent dans cette ville pour le moment, craignant d'être elles aussi capturées par les forces du Saint-Empereur romain corrompu. Ce jour de Pâques, Heinrich VI organisa un faux procès pour Richard à Spire. Des illustrations d'une chronique allemande de l'époque montrent Richard se prosternant aux pieds de Heinrich, mais il s'agit là d'une absurdité propagandiste. Au contraire, Richard resta ferme et fier, et refusa en effet toutes les exigences de Heinrich. Cœur de lion resta cœur de lion, même en captivité. Heinrich, ne pouvant admettre que Richard était retenu contre rançon, monta de fausses procédures judiciaires pour couvrir la conduite criminelle de la cour impériale. Le 22 mars, devant une assemblée de magnates allemands, Heinrich énuméra sa litanie d'accusations fausses et absurdes. Richard avait trahi la Terre Sainte en acceptant un pot de vin de Saladin. Il avait comploté la mort de Conrad de Montferrat et, plus intéressant encore, il avait rompu des accords, jamais précisés, avec l'empereur. C'était une référence à l'alliance de Richard avec Tancrède de Sicile. Mais Henri ne voulait pas attirer l'attention là-dessus, puisqu'il prévoyait une conquête injustifiée de la Sicile. Aucune des personnes présentes ne croyait ces accusations. Même l'empereur lui-même savait que tout cela n'était que mensonge. Richard restait impassible face à toutes ces absurdités. Les sources affirment que Richard répondit si raisonnablement que les magnates allemands furent d'accord. Comme souvent, les ennemis du cœur de lion, ici les chroniqueurs allemands et français, témoignent le mieux de sa conduite exemplaire. L'écrivain français Guillaume le Breton dit « Lorsque Richard répondit, il parla avec tant d'éloquence et de majesté, d'une manière si digne d'un cœur de lion, qu'on aurait dit qu'il avait oublié où il se trouvait et qu'il était assis sur le trône de ses ancêtres. » Heinrich perdit rapidement le contrôle de la situation. Richard l'avait vaincu comme il avait vaincu Saladin à Arsouf ou à Jaffa. Pris de panique, Heinrich abandonna les accusations, loua Richard et l'approuva, étreignant le roi d'Angleterre et lui donnant le baiser de paix. C'était un comportement typique, spasmodique et inefficace du fils balourd de Frédéric Barberousse. Les princes allemands, majoritairement hostiles à Heinrich, ont sûrement trouvé amusant de voir Richard Cœur de Lion, prisonnier, dominer l'empereur. Cependant, Heinrich déclara qu'il allait réconcilier lui-même Richard et le roi de France. Les princes et nobles allemands réunis acclamèrent avec approbation. Depuis sa captivité, Richard nomma Hubert Walter, son compagnon de la troisième croisade, archevêque de Cantorbéry.
Hubert œuvrait déjà sans relâche pour le roi depuis Noël, 1193. Il alla à Rome et demanda au pape Célestin III d'excommunier Léopold d'Autriche et d'agir pour libérer Richard. Le pape fut vite convaincu. Léopold a été excommunié. Hubert jouerait un rôle clé dans la collecte des fonds pour rançonner Cœur de Lion. Après son humiliation à Spire, Heinrich voulait écarter Richard des magnats allemands, majoritairement favorables à Cœur de Lion. Heinrich combattait la rébellion depuis son accession au trône. À présent, il craignait que Richard lui-même ne devienne un point de ralliement pour de nouvelles révoltes des princes allemands. Heinrich envoya Richard au château de Trifels, dans les montagnes isolées près de Spire. C'est à Trifels que les conditions de captivité de Richard ont pu être assez inconfortables. Guillaume Longchamp, chancelier d'Angleterre, persuada Heinrich de permettre à Richard de revenir à la cour impériale. Richard se rendit alors au palais de Haguenau. Bien que Richard ne fût pas libre en 1193, sa captivité se résuma surtout à la vie de cour allemande, sous étroite surveillance armée. Richard tuait le temps en gardant le contact avec ses amis restés chez lui, lisant, composant de la musique et faisant des farces à ses gardes. Selon tous les témoignages, il resta généralement de bonne humeur durant l'épreuve et gagna l'estime de ses gardiens. Longchamp négocia aussi la date de libération du roi après la remise de 70 000 marks avec les premiers otages. De façon absurde, Heinrich déclara que la rançon n'était en réalité qu'un simple paiement pour avoir arrangé une réconciliation entre Philippe et Richard. Aliénor et les justiciers d'Angleterre lancèrent une collecte pour la rançon du roi, imposant une taxe de 25% sur revenus et biens et prenant la récolte de laine des monastères cisterciens. Les églises de tout le pays contribuèrent avec de la vaisselle en or et en argent. Des mesures similaires furent prises dans les territoires français de Richard. À ce moment-là, l'épouse de Richard, la reine Bérengère, était revenue de Rome et elle aussi s'affairait à réunir des fonds pour la libération de son mari. La collecte de la rançon de Richard, dirigée par Hubert Walter, la reine Aliénor et Gauthier de Coutances, fut exemplaire d'efficacité. Les fonds étaient là conservés dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul et soigneusement surveillés par un comité doté de mécanismes de contrôle et d'équilibre. Duez et Bartlett souligne Ce qui rendait Hubert Walter indispensable à Richard, c'était sa remarquable capacité d'organisation. Il n'était pas l'évêque le plus brillant sur le plan académique de Richard, ni le plus pieux, mais il connaissait la loi sur le bout des doigts et dirigeait les hommes avec assurance. Pendant ce temps, le gouvernement de Richard restait solide en son absence. Le baron anglais a soumis Jean, le confinant lui et ses partisans dans les châteaux de Windsor et de Tickhill. En Aquitaine, le baron Adhémar d'Angoulême se déclara pour le roi Philippe et souleva une révolte, mais les chevaliers de Richard le vainquirent et le capturèrent. Cependant, en Normandie, Philippe remporta une victoire décisive et avança sur Gisors avec son armée. Le roi de France fit capituler la garnison du château. Le châtelain de Gisors, Gilbert de Vasquiller, sera plus tard largement critiqué pour s'être rendu si facilement. Mais comme seigneur frontalier, il était dans une situation difficile. Devait-il céder à Philippe, le souverain le plus puissant réellement présent dans la région à ce moment-là, ou devait-il attendre Richard, qui ne reviendrait peut-être jamais, et risquer la colère du roi de France ? À partir de ce moment-là, Gisors serait une épine dans le pied de Richard. Aussitôt, Philippe avança pour attaquer la capitale de la Normandie, Rouen. Philippe dirigeait une grande armée, incluant un important contingent flamand commandé par le comte Baudouin, Huy. Rouen était néanmoins défendu par Robert, comte de Leinster, héros de la Troisième Croisade et compagnon de Richard lors des principales batailles contre Saladin. Ici, Robert, comme tant d'anciens frères d'armes de Richard, fit preuve d'une loyauté envers Richard que Philippe n'aurait jamais pu attendre de ses propres vassaux. Prenant le roi de France au mot, Robert ouvrit les portes de Rouen et invita Philippe à entrer,
lui disant que la ville était à lui s'il la voulait. Devant tant de courage et de moquerie, Philippe recula. Il brûla ses engins et se retira. Cependant, Philippe attaqua et s'empara de plusieurs autres châteaux frontaliers de Normandie, dont Ivry et Passy. Philippe contacta alors Heinrich VI, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et le supplia de le rencontrer. Philippe était déterminé à trouver un moyen de s'assurer la possession de Richard lui-même. Cependant, Richard se montrait très utile à Heinrich à la cour allemande. Comme de nombreux magnats allemands respectaient Richard, il l'écoutait et durant l'été 1193, Richard parvint à réconcilier de nombreux rebelles allemands avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Philippe n'obtint jamais son entretien avec Heinrich. Richard renégocia les conditions de sa libération. Richard n'aurait plus à fournir de services militaires pour l'invasion de la Sicile par Heinrich, mais il devrait désormais payer une rançon de 150 000 marks. Craignant que la libération de Richard soit imminente, Philippe écrivit à Jean ces mots célèbres « Rando de ». Prends garde à toi, le diable essaie lâché. Terminologie intéressante venant de Philippe. Philippe avait raison de prévoir la libération prochaine de Richard. Le roi de France avait attiré la condamnation du pape Célestin III qui menaçait toute la France de sévères sanctions spirituelles si Philippe ne mettait pas fin à sa persécution de l'Angleterre. Le pape avait lancé des menaces similaires contre l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cependant, la reine Aliénor n'était satisfaite d'aucune de ces mesures et considérait les efforts du pape en faveur de Richard comme insuffisants. Manifestement, le pape n'excommuniait pas aussi rapidement les puissants souverains de France et d'Allemagne que Léopold d'Autriche. Aliénor a bombardé le pape de correspondance, lui rappelant que Richard avait réellement accompli l'œuvre de la croisade, tandis que Philippe et Heinrich s'étaient en livrés au péché et à la trahison envers Dieu. La promesse de l'Église de protéger les croisés était-elle sans valeur ? Les lettres d'Aliénor au pape sont très émouvantes. Je suis souillée par le tourment. Ma chair est consumée et mes os collent à ma peau. Mes années s'écoulent dans les gémissements et je souhaite qu'elles soient toutes passées. La lettre d'Éléonore passe de l'apitoiement sur soi à la colère. Elle appelle à juste titre Heinrich. Un tyran cruel, impie et redoutable. Elle affirme vouloir rejoindre son fils en Allemagne, mais doit rester en Angleterre pour veiller sur le royaume de Richard. Aliénor dit au pape qu'il est de sa responsabilité de réparer ses torts pour... La croix du Christ l'emporte sur les aigles de César. Aliénor tourne alors sa colère contre le pape lui-même, affirmant que le sort de l'âme de Célestin dépend de sa réponse à cette injustice commise contre un fils loyal de l'Église. Aliénor reproche au pape ses fausses promesses à son fils et aux croisés, et d'avoir laissé Heinrich et Philippe nuire à la crédibilité de l'Église. Elle accuse le pape de se moquer de la foi des innocents. Des paroles puissantes de la grande Aliénor d'Aquitaine, d'autant plus remarquables qu'elles étaient adressées au chef même de l'Église. Vers la fin de 1193, la détention de Richard était laxiste. Il tenait sa cour et menait ses affaires en tant que roi d'Angleterre, recevant des ambassadeurs de ses domaines et d'ailleurs. Il chassait, organisait des banquets et faisait venir ses faucons d'Angleterre. En décembre 1193, la plupart de la rançon de Richard était réunie. Heinrich fixa la libération de Richard au 17 janvier 1194. Heinrich, voulant cacher sa conduite corrompue, déclara vouloir faire de Richard le roi de Provence et assister à son couronnement le 24 janvier. La proposition était vide de sens, Heinrich n'ayant pas le pouvoir de faire une telle nomination. Philippe et Jean, voulant garder Richard sous garde impériale, promirent à Heinrich 80 000 marks pour ne pas libérer Cœur de Lion. Heinrich, fidèle à lui-même, voulut revenir sur sa parole, mais cela lui était politiquement impossible, car la plupart des grands seigneurs allemands exigeaient laissant la libération de Richard.
Pendant sa captivité, Richard avait noué des liens avec les princes de Rhénanie, les archevêques de Mayence et de Cologne. Une coalition de princes allemands s'était engagée à empêcher Heinrich d'accepter l'offre de Philippe et Jean. À Mayence, le 2 février 1194, Heinrich rencontra Hubert Walter, Guillaume Longchamp et la reine-mère Aliénor d'Aquitaine. Ici, l'empereur allemand leur présenta la lettre de Philippe et Jean. Heinrich le savait, mais manquait sans doute du capital politique pour garder Richard prisonnier. Il aurait pu faire face à une nouvelle rébellion de la part des princes allemands. Néanmoins, Heinrich obtient une ultime concession de Richard. C'était caractéristique de l'empereur allemand qui a été décrit comme pâle, froidement inhumain et intensément ambitieux. D'Orbé Bartlett l'exprime le mieux. Si Richard était un homme de feu, Heinrich était de glace. Après avoir consulté Éléonore, Longchamp et Hubert Walter, Richard accepta de rendre hommage à l'empereur du Saint-Empire romain pour l'Angleterre. Richard devait devenir le vassal de Heinrich. Richard se prêta à cette cérémonie dénuée de sens. L'idée que Richard soit le vassal de Heinrich était absurde, et Richard n'a d'ailleurs jamais agi comme tel, à juste titre. Le chroniqueur Ralph de Cetto rapporte: Les partis furent absous du serment parce qu'il avait été extorqué illégalement. Plus tard, alors qu'il mourait en 1197 de la malaria, Heinrich lui-même renonça à l'accord pour apaiser ses craintes de la vengeance de Dieu. Ainsi, le 4 février, après avoir payé une rançon de 100 000 marks à l'inepte Heinrich VI, dont le seul fait de gloire était d'avoir eu le roi d'Angleterre brièvement sous sa garde, Richard Cœur de Lion, héros de la Troisième Croisade, fut libéré. Il avait été emprisonné un peu plus d'1 an. Henri VI, Philippe de Léopold d'Autriche et Jean d'Angleterre étaient en tout coupables de l'un des actes de trahison les plus honteux de l'histoire de la chrétienté médiévale. Certains d'entre eux connaîtront une fin méritée pour leur conduite, comme nous le verrons bientôt. À sa libération, Richard salua d'abord sa mère, la reine Aliénor, qui l'enlaça en larmes. Aussitôt, Richard envoya un messager à son neveu, Henri de Champagne, ainsi qu'aux autres croisés restés en Outre-mer, pour leur annoncer qu'il reviendrait bientôt reprendre la reconquête de la Terre Sainte. Mais d'abord, il reprendrait les territoires normands conquis par Philippe II. Cela en dit long sur les priorités de Cœur de Lion au début de l'an 1194. Croisé engagé, il jugeait Philippe et ses complices comme une grave menace pour l'Empire angevin. Ainsi, Cœur de Lion avait l'intention de régler complètement ce problème, avant de reprendre la tâche de réduire davantage le pouvoir des Ayyoubides en Terre Sainte. Fidèle à ses habitudes, Henri VI se retourna contre son ex-complice Philippe II. Il envoya une lettre au roi de France exigeant que les châteaux frontaliers de Richard en Normandie soient restitués. Seigneur. Henri déclara sans équivoque qu'il était désormais fermement allié à Richard et qu'il soutiendrait le roi d'Angleterre contre le roi de France. Pendant ce temps, Richard reçut l'hommage de nombreux grands seigneurs allemands, des archevêques de Mayence et de Cologne, de l'évêque de Liège, du duc de Brabant, du duc de Limbourg, du comte de Hollande et d'autres seigneurs du Bas-Rhin et même du duc d'Autriche. Avec le temps, Richard allait tirer parti de ces nouvelles alliances pour priver Philippe de France de son allié le plus important, le comte de Flandre. Alors que février laissait place à mars, Richard Cœur de Lion était de retour sur ses propres terres. Richard arriva à Sandwich en Angleterre lors d'une journée ensoleillée. Les chroniqueurs évoquent une joie générale au retour de Richard. Le biographe de Guillaume le Maréchal décrit la joie du maréchal au retour de son roi. En effet, Guillaume a manqué les funérailles de son propre frère pour accueillir le roi Richard à son retour. « Oh, Dieu soit loué, dit-il, je n'ai jamais ressenti un tel réconfort que lors du retour de mon Seigneur. Je remercie Dieu de m'avoir si vite apporté souffrance et exaltation.
Ma joie du retour du roi me donne la force de surmonter le chagrin que je croyais m'écraser. Pour Marshal et de nombreux autres chevaliers de l'Empire angevin, le retour de Richard était la justification de leur longue loyauté durant l'absence du roi. Mais le lien entre Richard et ses amis et alliés n'était pas simplement celui d'un roi et de ses vassaux. Beaucoup d'hommes ayant maintenu l'Empire angevin pendant l'absence de Richard étaient les frères d'armes du Cœur de Lion, ayant combattu avec lui lors des moments difficiles de la Troisième Croisade. Richard ne ressemblait pas à Philippe II ou Heinrich VI qui se dissimulaient derrière le luxe et déléguaient leurs basses œuvres. Richard était un soldat parmi les siens, menant ses hommes en tête lors de la Troisième Croisade. Les hommes de Richard étaient prêts à le suivre dans les batailles les plus dangereuses. À présent, ils avaient défendu le front intérieur pour leur roi contre les hommes les plus puissants de l'époque. Richard n'avait pas gagné cette loyauté uniquement grâce à sa position. C'était son caractère, sa conduite et sa fiabilité. Dès que Richard fut de retour, ceux qui s'étaient rangés du côté de Jean l'abandonnèrent pour la plupart. La majorité des rares châteaux de Jean se rendirent aussitôt à Richard. Jean était seul et impuissant. Il n'avait rien accompli et s'était révélé être un serpent déloyal et inefficace. Jean ne pouvait rien faire d'autre que de se jeter aux pieds de Richard et de supplier son pardon. Heureusement pour Jean, l'amour maternel est intervenu en sa faveur. Aliénor, à qui Richard ne refusait rien, demanda au Cœur de Lion de pardonner à son jeune frère. Richard fit cela, déclarant « Tu es pardonné, Jean, car tu n'es qu'un enfant mal conseillé. » Ceux qui t'ont donné de tels conseils seront punis. C'était une profonde insulte publique, car Jean avait presque 30 ans. Néanmoins, Richard priva Jean de ses terres, et à partir de ce moment-là, il garda son petit frère traître sous une laisse assez courte. Pendant ce temps, la vie du duc Léopold d'Autriche se termina dans une grande agonie. Le pape refusa de lever l'excommunication de Léopold et ordonna au duc de rendre l'argent de la rançon et les otages angevins à Richard. Léopold refusa. Espérant obtenir l'absolution, Léopold prévoyait de partir en croisade. Cependant, le 26 décembre 1194, alors que Léopold chevauchait, son cheval tomba et roula sur lui, écrasant le pied du duc. Le lendemain, le pied de Léopold était noir. Il restait alité, souffrant beaucoup. Les chirurgiens de la cour ont proposé une amputation, mais aucun proche du duc n'a osé l'effectuer. Même le propre fils du duc a refusé de faire ce qui devait être fait. Finalement, alors qu'il était allongé, en sueur et en proie à l'agonie, Léopold lui-même a placé la lame d'une hache contre sa cheville pendant que 3 domestiques se relayaient pour la frapper avec un marteau. À chaque coup, Léopold hurlait jusqu'à ce que finalement le pied se détache. Mais c'était trop tard, Léopold était en train de mourir. Il libéra ses otages angevins, dont Baudouin de Béthune, et fit jurer à son héritier de restituer l'argent à Richard. Un évêque allemand donna l'absolution à Léopold. Le 31 décembre, Léopold d'Autriche s'éteignit, après avoir enduré une longue et douloureuse agonie. Du point de vue de l'Empire angevin, il s'agissait de la justice divine, et l'étudiant moderne en histoire serait sans doute enclin à penser que Léopold a eu exactement ce qu'il méritait. De juillet 1190, départ de Richard pour la Troisième Croisade, à son retour en mars 1193, l'Empire angevin fonctionna remarquablement sous la direction des administrateurs du roi. La période de captivité du roi avait été une époque de tension, et la charge financière avait été considérable, mais pas différente de celle imposée à l'État par de futurs rois guerriers comme Édouard Ier. Richard est revenu dans un domaine qui était encore riche, puissant et cohérent. Il avait perdu une partie de la Normandie, mais dans l'ensemble, l'Empire angevin était resté intact. Toute cette épreuve témoigne de la résilience de l'État angevin. Il est presque sûr que ni le royaume de France ni le Saint-Empire romain germanique n'auraient aussi bien tenu. Mais Richard ne prendrait que peu de repos après cette épreuve.
Il s'attela aussitôt à restaurer ses terres en Normandie et à punir le roi de France diplomatiquement et militairement. Ainsi commence le prochain chapitre de la carrière du Cœur de Lion. Malgré les défis majeurs surmontés par Richard Cœur de Lion durant la Troisième Croisade, l'an 1193, année de captivité, fut sans doute la période la plus difficile de la vie de Richard. Les preuves suggèrent que Richard a relevé le défi. L'abbé Raoul de Coggéchal écrivit « Aucune épreuve ne troublait jamais ce prince si serein. » Ses paroles restaient joyeuses, ses actions féroces ou des plus courageuses, selon ce que le temps, le lieu, la raison ou la personne exigeaient en nous. Ce qui frappe le plus, c'est certainement la conduite de Richard lors du simulacre de procès qu'il dut endurer à la cour de Henri VI, les chroniqueurs qui prenaient le parti des ennemis de Richard, admettant que Cœur de Lion bouleversa complètement l'événement et le tourna à son avantage, humiliant Henri VI et poussant l'empereur lui-même à renoncer aux accusations. Richard était assurément un homme de caractère raffiné. Il avait reçu une bonne éducation, connaissant suffisamment le latin pour plaisanter dans cette langue avec le clergé. Il était également profondément intéressé par la musique. Les seuls exemples que nous ayons de ses compositions musicales datent de sa captivité. Notamment, le chroniqueur musulman Ibn al-Athir raconte un épisode lors de la Troisième Croisade où Richard rencontra le frère de Saladin, Al-Adil, et le Cœur de Lion demanda à entendre de la musique musulmane. Al-Adil fit venir une harpiste arabe devant le roi qui joua et chanta pour lui. Richard déclara avoir apprécié ce qu'il avait entendu. La captivité fut également l'un des rares moments où Richard pratiqua beaucoup la chasse et le fauconnerie, puisqu'il en avait le temps. Richard consacra l'essentiel de sa vie à la politique et à la guerre, avec peu de temps pour les tournois ou la chasse. Gérald de Barry a mentionné que, tandis que le frère de Richard, Henri, aimait les jeux de guerre, Richard préférait la réalité. De retour en Angleterre, après avoir vaincu les rebelles de Guînes, Richard et sa cour organisèrent une cérémonie solennelle de couronnement à Winchester le 17 avril 1194. Le but était d'annoncer le retour et la souveraineté du roi. Le roi Guillaume d'Écosse était présent pour l'événement. Le 22 avril, Richard a traversé la Manche vers la Normandie. Pour soutenir son effort de guerre, Richard a créé une base navale à Portsmouth, lui donnant une charte royale le 2 mai. En 1194, nul ne pensait que Richard ne reviendrait pas en Angleterre, mais il passa finalement sa vie sur le continent à combattre le roi de France. Mais il a confié l'Angleterre à Hubert Walter, considéré par les historiens anglais comme l'un des plus grands justiciers du pays. Le fait que Richard ait régné loin de l'Angleterre n'entame en rien sa stature de souverain. En raison de l'étendue de ses comptes terres, Richard était souvent un souverain absent, par nécessité. Ce fut aussi le cas pour Henri, deux pères de Richard, souvent vu comme l'un des plus grands rois d'Angleterre. Henri a souvent résidé en France, mais comme son père, Richard est resté actif dans le gouvernement anglais, même en campagne. Il est resté proche d'Hubert Walter et a souvent participé à la rédaction des chartes royales. Richard gérait souvent les affaires royales depuis sa tente de guerre. Gillingham souligne que Richard sélectionnait toujours des justiciers et sénéchaux compétents pour gérer efficacement justice et finances, tout en surveillant attentivement leur travail. Richard, bon administrateur, savait placer la bonne personne au bon poste. Depuis 1985, des chercheurs comme Sir James Holt ont démoli l'ancien mythe selon lequel Richard était un mauvais roi sans intérêt pour l'administration. Au contraire, Richard s'impliquait activement dans les détails du gouvernement. Holt écrit « Le flot des brefs royaux montre que Richard intervenait fréquemment et de manière persistante dans la gestion des affaires anglaises. » Holt note que le nombre de chartes royales personnellement attestées par le roi témoigne de son implication personnelle. Ralph Turner conclut que Richard Ier, malgré son absence quasi constante d'Angleterre, exerçait une forte autorité sur l'Église anglaise. Ici, il a, je cite, eu plus de succès que son père ou son frère.
Richard était doué avec les gens et a bien réussi à équilibrer les intérêts concurrents des différents éléments au sein de l'État. John Gillingham note que les preuves attribuant à Henri II un intérêt personnel marqué pour la législation promulguée sous son règne ne sont pas meilleures que les preuves de l'intérêt de Richard pour la législation émise durant le sien. Si Henri II était un grand roi, alors Richard l'était certainement aussi. Richard s'est impliqué dans la législation avec ses lois navales de 1190 et ses instructions aux juges en 1194, l'édit royal de 1195 portait sur la paix dans le royaume et en 1197, les lois sur les forêts, poids et mesures furent révisées. Aucune preuve n'indique que le règne de Richard ait appauvri l'Angleterre. Malgré la rançon de 1194, de solides preuves montrent que la richesse était restée abondante dans tout le royaume. En fait, le trésor royal d'Angleterre était plus solide à la fin du règne de Richard qu'il ne le sera sous Jean. Richard s'est aussi penché sur la législation des tournois. Le roi voulait autoriser les tournois afin de permettre l'entraînement et l'exercice des chevaliers, mais il tenait à s'assurer qu'ils ne deviennent pas des occasions anarchiques et destructrices. En août 1194, Richard a désigné 5 sites en Angleterre pour les tournois. Chaque participant payait selon son statut et ses moyens. Guillaume le maréchal pensait que les tournois formaient efficacement les chevaliers, se rappelant qu'à la fin du règne de Richard, 30 chevaliers anglais valaient 40 français. Malgré les difficultés à la frontière de Normandie, le règne de Richard fut une période de paix en Angleterre. Richard avait des relations amicales avec le roi Guillaume d'Écosse, fait rare dans l'histoire conflictuelle entre l'Angleterre et l'Écosse. En 1195, la fille de Guillaume, Marguerite fut promise au neveu de Richard, Otto, et Roger de Howden organisa les préparatifs à la cour d'Écosse. Guillaume quitta la cour après la grossesse de sa reine, mais les relations entre l'Angleterre et l'Écosse restèrent bonnes sous Richard. Richard régla habilement l'ancienne querelle de Northumbrie entre l'Écosse et l'Angleterre, le différend étant résolu pour un temps, même si les tensions allaient en ressurgir au début du XIIIe siècle. Édouard Ier est vu comme un grand roi d'Angleterre, mais Richard a eu une approche plus constructive avec l'Écosse. En 1195, les agents de Richard conclurent aussi la paix avec le roi de Connacht en Irlande. En décembre 1197, Hubert Walter publia le décret de Richard exigeant que les barons d'Angleterre fournissent au roi une force de 300 chevaliers pour une année de service. C'était une dépense importante, surtout pour l'Église, et il y eut quelques murmures à ce sujet, mais elle fut essentiellement reconnue comme une dépense justifiée. Bien que certains évêques et barons se soient plaints de la dépense, personne ne doutait que la saisie injustifiée des terres par le roi de France devait être annulée. De futurs rois comme Édouard Ier et Henri V imposeraient aussi d'importantes exigences militaires à leurs barons, mais à l'époque féodale, les vassaux souhaitaient l'ancêtre dès que leurs seigneurs défendent leurs droits territoriaux. Comme le note Gillingham, il leur semblait juste et approprié qu'un roi déploie tous ses efforts pour récupérer les terres dont il avait été traîtreusement privé. Durant ces 5 dernières années, Richard a surtout régné en Normandie. Mais depuis ici, il n'était pas plus difficile pour le roi de gérer les affaires de l'Angleterre que cela ne l'était pour l'autre grand roi guerrier anglais, Henri V, qui a lui aussi mené de nombreuses campagnes en France. En 1196, Richard écrivit à Hubert Walter « Si quelqu'un hésite à obéir à mes ordres écrits, envoyez-le-moi, je lui donnerai l'ordre en personne. » Guillaume le maréchal se souvenait des danses, des chants et des festins lors du retour de Richard après sa captivité, mais le roi avait une tâche considérable devant lui. Philippe détenait une grande partie de la Normandie à l'est de la Seine, y compris Arques et Eu, avec leurs ports de Dieppe et Tréport. Ayant acquis l'Artois en Flandre, Philippe était désormais plus riche et plus puissant que n'importe quel roi français depuis l'époque carolingienne. Des deux côtés de la Seine, Philippe était prêt à attaquer Rouen, capitale de la Normandie. Nombre de seigneurs frontaliers normands ont rejoint Philippe pour éviter de perdre leur titre après ses conquêtes. Le comte Robert de Leixter, ami et frère d'armes de Richard, a résisté et reçu une généreuse récompense de Richard.
Beaucoup des grands princes de France, les comtes de Toulouse, de Flandre et de Boulogne, étaient soit alliés à Philippe, soit tentèrent de rester neutres. Richard devait clairement livrer un grand combat. Cependant, même avec sa position avantageuse, Philippe devait être anxieux quant à la tournure des événements maintenant que Richard était de retour. En mai 1194, Philippe rompit la trêve avec Richard et assiégea Verneuil. La garnison, confiante que Richard arrivait, se moqua de Philippe en dessinant une caricature du roi français sur la porte. En effet, Richard agit rapidement. Il envoya des chevaliers percer le siège de Philippe et ravitailler le château, tandis qu'une autre force coupait la ligne de ravitaillement à l'est de Verneuil. Presque aussitôt, Philippe s'enfuit, laissant ses troupes finir le siège, mais dès le lendemain, les Français brûlèrent leur équipement et se replièrent. Richard entra dans Verneuil en triomphe le 30 mai. Il donna personnellement le baiser de paix à chaque membre de la garnison et les combla tous de richesses. Le cœur de lion était de retour. La chance de Philippe avait tourné. Cependant, Philippe gagna tout de même un trophée en capturant l'ami de Richard, le comte Robert de Leixter, lors d'un raid sur le territoire français. C'était un atout précieux pour Philippe, car Richard tenait à obtenir la libération de Robert. Richard s'empara rapidement de 3 châteaux importants. Dans le sud, il a aidé les troupes de Navarre à prendre la forteresse stratégique de Luche. Pendant ce temps, Philippe tenta de ralentir Richard en marchant vers le sud. Richard s'y attendait. Cœur de Lion a tendu un piège à Philippe à l'extérieur de Vendôme, exactement sur le chemin de Philippe. Les Français se sont rendus compte presque trop tard que Richard lui-même les attendait. La grande terreur de Philippe, à ce moment-là, était la perspective d'affronter Richard au combat. Le roi de France a envoyé un faux décret annonçant qu'il attaquerait le lendemain. Puis il fit aussitôt demi-tour et s'enfuit dans la direction opposée. Richard le poursuivit. Le 4 juillet, les chevaliers de Richard rattrapèrent l'arrière-garde française près de Fratevallée, forçant l'armée de Philippe à fuir vers Châteaudon. Richard mena personnellement la poursuite, galopant aussi vite qu'il le pouvait, désireux de capturer Philippe. Quand le cheval de Cœur de Lion était fatigué, Mercadier lui apportait une nouvelle monture. Philippe s'enfuyait en urgence, sachant qu'être capturé par le roi d'Angleterre signifierait perdre sa liberté. Philippe réussit à s'échapper, mais tout son convoi et son trésor furent capturés par les Anglais. Cette nuit-là, les hommes de Richard reçurent le trésor français, tandis que la compagnie de Guillaume le maréchal assurait l'arrière-garde, prête à contre-attaquer si besoin. En 40 jours, Philippe avait subi 2 retraites humiliantes, dont la perte de tout un convoi de chariots. Philippe fut repoussé dans les terres royales françaises, tandis que Richard occupait l'Aquitaine. Et ce n'était que le début. Dans une future série, nous examinerons les campagnes continues de Richard contre Philippe tout au long de la fin des années 1190. Merci d'avoir regardé. Pour découvrir la croisade de Richard en Terre Sainte, regardez notre documentaire sur la 3e croisade via le lien à l'écran. Cliquez sur le lien de la vidéo pour regarder maintenant ou consultez la description ci-dessous pour un autre lien vers le documentaire.